Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode à travers lequel j'ai le bonheur d'avoir invité une visionnaire du mouvement Paillettes Inc. et aussi la cofondatrice de Somavie. Elle nous invite à devenir l'artiste de notre succès professionnel, mesdames et messieurs, Mélissa Normandin-Roberge. Allô, Charlène. Premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation à être ici parmi nous. Comment tu te sens aujourd'hui? Et ça me fait vraiment plaisir. Probablement, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de podcast quand même. Vraiment longtemps. Donc, c'est un beau bonheur d'être ici. Puis je me sens, je te dirais, apaisée aujourd'hui, tiens. Mmh. J'aime ça, c'est rare que les invités prennent le temps d'aller voir comment je me sens. Souvent, Ouais, ils répondent pas à ma question, mais toi, t'es ouais, ouais, revenu ouais, comme ouais. ça. On se reconnecte assez vite. On n'a pas le choix. Ah ouais, hein? Tu es la première femme d'affaires invitée au podcast parce qu'on est C'est plus dans un vrai? domaine du bien-être. Ouais. Mais pour moi, c'était une cohérence de t'inviter parce que non seulement tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de même bâtir un empire, tu parles de chiffre d'affaires, mais pour moi, tu le fais avec toute cette approche-là qui inclut le développement humain, la conscience de sa valeur, même quasiment une démarche spirituelle à travers l'épanouissement professionnel. Comment est-ce que tu décrirais ton univers, paillettes, et, et tu sais, même ton slogan Né pour briller, qui Mhm. est un modèle d'affaires, on parle de business, et pourtant, moi, j'entends comment être bien, s'épanouir, se reconnaître, se réaliser. Comment est-ce que tu en es venu à ça, puis comment est-ce que tu décrirais cet univers-là? Ben, en fait, l'essence même de Paillettes, c'est ça, c'est d'avoir une vie dans laquelle on est aligné, une vie qui nous ressemble vraiment parce que moi, je pars du fait que j'ai eu l'impression qu'on m'a imposé des choses de par la société, de par ce que j'ai toujours appris et ou toujours observé. Et je me disais, on dirait que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que la prémisse même, c'est qu'un jour, on va mourir. Partons de ça, là. Puis moi, c'était une idée qui m'obsédait vraiment de dire, attends, là, je sais qu'il y a une fin, mais je sais pas elle est quand. Et entre le fait que je prends conscience de ça, est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que je prends soin de qui je suis comme j'aurais envie de le faire? Est-ce que je suis assez présente pour mes enfants? Est-ce que, bon, bref, toutes les questions existentielles. Puis ça faisait tellement de sens pour moi à l'époque, ce projet-là, parce que je me disais, je ne peux pas croire que je ne suis pas en train de briller avec mon plein potentiel. Je ne suis pas en train d'exploiter peut-être ce plein potentiel-là. Je minimise, je réduis ma lumière pour ne pas déranger, pour ne pas déplaire. Et je ne savais pas encore à ce moment-là on remonte à il y a 10 ans, en 2016, je ne savais pas encore que Payette deviendrait ce que c'est, parce que pour moi, c'était comme juste une façon d'exister. C'était vraiment une façon peut-être de plus me cacher, euh, de plus me mentir à moi-même. Ça a été vraiment ça. Ça a été la prémisse de ça, de faire comme, OK, moi, je sens que cette vie-là, elle peut m'apporter beaucoup plus et je peux apporter beaucoup plus à cette vie-là. À partir de là, qu'est-ce que je fais et comment je le fais? Donc, Né pour briller, au départ, là, c'est une réflexion très, 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 très grande et très large. Il y a aussi que j'aimais beaucoup la paillette. En fait, c'est comme un running gag là, dans ma vie, c'est que j'ai tout le temps aimé la paillette. Puis là, j'ai fait le lien entre les deux. Puis pour moi, c'était clair, ça va s'appeler Paillette Inc. Il va y avoir de la paillette, mais c'est quoi la vraie définition de la paillette? Bien évidemment qu'il y a quelque chose de très superficiel, très futile, mais quand on le transpose, c'est d'arrêter de se cacher, d'arrêter de priver les gens de notre lumière, puis de vraiment pouvoir, encore une fois, je le répète, mais de vivre une vie qui est complètement alignée sur ce qu'on veut. Encore faut-il savoir ce qu'on veut dans la vie. Ouais, puis là, j'entends le lien que tu refais un peu avec le début quand tu me dis on revient vite. Quand je t'ai demandé comment on sent, on revient Ouais. vite. Comment? Parce que j'entends une espèce de proximité avec toi-même, tu sais, de dire, OK, mais là, je suis pas en train d'être à mon plein potentiel, je suis pas en train de briller, je suis pas bien, là, cette espèce de sensibilité-là à toi. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment tu es arrivé à cette relation-là intime que tu entretiens avec toi-même? C'est drôle parce que euh, j'étais une enfant comme ça, mais tu sais,
on remonte dans les années 90, c'était pas très, très à la mode, là, les termes, tu sais, c'est un enfant qui est ultra sensible, c'est un enfant qui est dans l'empathie, mais je sentais tout le temps, j'avais toujours, en fait, le genre de questionnement que j'ai aujourd'hui, je l'avais quand j'étais enfant, mais je savais pas quoi faire avec ça. Et ce retour à l'intérieur de moi existe depuis vraiment tout le temps, qui parfois m'en est beaucoup d'angoisse, on va être très honnête, là, avoir ce genre de questionnement-là, surtout quand tu es enfant, que tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu vas faire parce que tu ne trouves pas les réponses. Mais c'est quand même un réflexe naturel de juste revenir complètement à qu'est-ce qui est là? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je ne l'écoute pas pantoute? C'est quoi à quoi, en fait, est-ce que je ne réponds pas? Puis on répond souvent à beaucoup de sources extérieures, on répond à ce que les gens attendent de nous, mais souvent c'est, mais moi en ce moment, comment ça que je suis éteinte comme ça? Comment ça que je suis malheureuse? Comment ça que je suis pas capable de créer mon bonheur? Parce que en ce moment, je ne suis pas en cohérence avec ce que j'entends profondément à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que c'est un réflexe de retourner rapidement? Je pense que oui. Est-ce que ça se développe? Je pense que oui aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est tout le monde capable de le faire, mais il y a tellement de bruit. Donc, peut-être que la vraie capacité à développer, c'est de réduire le bruit de tout ce qui court à l'extérieur de nous. Puis moi, ça a été ça, en fait, le début de cette réflexion-là plus profonde, c'est que je me disais, mais on court après quoi? C'est quoi le problème? Comment ça qu'on est tout le temps en train de... Moi, j'avais 3 jeunes enfants à l'époque, de dire, go, 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 dépêche, vite, vite, vite. Puis j'étais comme, mais c'est pas ça que j'ai envie. J'ai vraiment pas le goût de ça. Moi, j'ai le goût de peser sur pause puis de faire comme, OK, si tout était possible, à quoi ressemblerait en ce moment mon existence? Ça m'habite, en fait, ça m'habite depuis quand même, là, maintenant, je vais dire quasiment à temps plein, depuis 10 ans, de me créer ça et d'inciter, en fait, ou peut-être de rappeler aux femmes qu'elles peuvent avoir cette réflexion-là, qui est une réflexion très simple et en même temps tellement importante, puis qui peut prendre beaucoup de place dans une vie, parce que quand on est consciente de ça, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand tu comprends, attends là, la vie que je suis en train de créer, elle peut être comme j'ai envie qu'elle soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je dise non à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il va falloir que je me guérisse de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il va falloir que je prenne la responsabilité totale et que oui, il y aura des choix à faire, mais des choix qui sont complètement en cohérence avec qui on est. Ouais, on dirait que ça me fait réfléchir parce qu'on a comme une espèce de vision, ben on avait, parce que j'ai l'impression que ça bouge déjà, mais un monde des affaires où est-ce que, tu sais, faut mettre les bouchées doubles, puis ben oui, faut que tu te Oui. dépêches le matin, parce que hein, il y a des grosses attentes, puis il y a de la performance. Puis là, c'est comme si tu nous amènes à dire, OK, ben est-ce que dans ma vie personnelle, je peux m'assurer de moi d'être cohérente, d'être bien, mais aussi un vecteur d'épanouissement professionnel, de l'apporter avec moi même dans ma sphère professionnelle. Et j'entends même que c'est comme une espèce de clé de tout le succès de Payette Inc. Parce que là, il y en a qui nous écoutent un peu partout, même en Europe, puis ils connaissent très bien Payette Inc. Là, on n'est pas juste au Québec. Là. Mhm. Donc, de se dire que même dans la sphère, la scène internationale francophone, tu es reconnu parce que tu as réussi à créer un mouvement que j'ai l'impression nous émancipe de tous ces codes-là du domaine des affaires pour les femmes, entre autres, qui Mhm. ont souvent le chapeau de mère en plus. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais cette espèce de paradoxe-là de l'ancien paradigme professionnel où est-ce qu'on pousse, tandis que maintenant, ben non, c'est la révolution, on remet tout en question, puis on choisit de se bâtir une vie alignée à soi et à sa Ouais. famille et à ses responsabilités, ses intérêts, etc. Ouais. Ben, en fait, tu sais, il y a quand même comment dire, un trait toxique à ce genre de pensée-là que beaucoup de gens ont véhiculé dans les dernières années, qui était tout le slowprenariat, puis l'idée de travailler 2 heures par mois, puis tu vas faire des millions. Moi, ça, je n'y crois pas. Zéro, zéro, zéro. Mais je pense que je travaille très fort. J'encourage les femmes entrepreneurs à travailler fort, mais en fait, je vais enlever le mot fort et travailler mieux. Donc, je travaille beaucoup, je vais le dire comme ça, mais en même temps, j'ai jamais l'impression de travailler parce que c'est cohérent et c'est aligné. J'ai jamais été autant présente pour mes enfants que depuis les dernières années parce que j'ai tout le temps eu ce souci-là d'organiser mon horaire en fonction des enfants. Quand j'avais, par exemple, des déplacements professionnels, souvent j'emmenais les enfants avec moi. Donc, c'était de dire, et là, attends, ça vient avec du jugement, hein, parce que quand tu décides en plein mercredi que tu as une conférence à Granby, puis que tu amènes les enfants, puis on couche à l'hôtel, puis il manque de l'école, mais là, tu es la mère bizarre qui fait manquer de l'école à ses enfants parce que X, Y, Z. Quand je dis qu'il faut choisir une vie alignée, c'est qu'il faut accepter qu'il y aura des choix et il y aura
des regards extérieurs et il y aura des façons de faire qui vont te dire non, tu peux pas faire ça. Et moi, je suis comme, ah oui? Et si justement c'était possible? Et si on pouvait renverser les choses pour faire, attends là, moi je vis cette vie-là pour qui en fait? Donc, il y a plusieurs femmes entrepreneurs et je pense que l'ancien paradigme, c'est beaucoup d'être dans le hustle, puis beaucoup dans le, tu sais, le couteau entre les dents, puis go, go, go. Moi, je pense que c'est être complètement passionné, oui, être complètement emballé par la création, par ce qu'on est en train de bâtir comme œuvre, tout en gardant toujours toute la vie en général, ma vie en globalité, c'est quoi? Moi, je suis heureuse quand? Je suis heureuse quand je crée, je suis heureuse quand je suis avec mes enfants, je suis heureuse quand je suis avec mon chum, je suis heureuse quand on part en vacances, je suis heureuse d'être en entrevue aujourd'hui. Est-ce que je peux être heureuse aujourd'hui? Est-ce que je peux être satisfaite de ce que je fais? Puis est-ce que je peux être profondément en amour avec la création professionnelle, personnelle, familiale que je suis en train de bâtir? Hmm. Hey, tu me ramènes, il y a un moment de ma jeunesse, ben, je pense que j'étais au cégep, enfin, j'étais pas si jeune que ça, mais exemple, j'avais 16 17 ans, puis j'étais dans la voiture, dans le trafic, pour aller justement à mon cégep, et il était quelque chose comme 6 heures le matin avec le gros trafic de Montréal, et j'avais entendu à la radio la chanson «Moi, je vis comme si j'étais Oui. en vacances». Et tout le reste de la chanson, j'ai rien entendu, puis j'avais déjà entendu cette chanson-là. Mais là, ça l'avait kické in, il y a quelque chose qui s'est activé en moi, puis moi, dans la vie, là, je veux vivre comme si j'étais en vacances. Mais Ouais. en vacances, ça veut pas dire rien faire non plus. Non. J'ai le droit de faire ce qui me tente en vacances, de créer puis de faire des choses que j'aime. Puis il y a comme eu un déclic qui s'est fait à ce moment-là. Ben moi, je veux vivre une vie comme si j'étais en vacances. Puis ça implique qu'un mercredi, on s'en va à Granby avec les enfants. Ben pour moi, ça apporte une dimension, même dans l'éducation, qui est encore plus profonde que peut-être le quotidien tranquille, standardisé, qui bouge pas, là. Complètement. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, en fait, ado, j'ai peut-être 15 ans, là. Donc, secondaire 3, moi, j'ai des parents qui sont pas entrepreneurs, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont travaillé fort, pas mal plus fort que moi, je peux avoir travaillé. Bien honnêtement, ma mère est infirmière, mon père était opérateur. Euh, et j'ai entendu mes parents toute leur vie avoir hâte à leur fin de semaine, avoir hâte à leurs vacances. Puis je comprends très, très bien. Pourtant, ma mère aimait bien son travail, mais tu sais, aimait ce qu'elle faisait parce que c'était vraiment par le, tu sais, elle le faisait avec cœur et tout, mais il reste qu'elle était obligée, il fallait qu'elle fasse ça de telle façon. Bon, mon père, même chose. Puis je me rappelle d'avoir eu un arc, ça peut pas être ça, tu sais, de me voir, moi, à l'école, me lever le matin, aller à l'école, revenir le soir, me coucher, recommencer le matin, puis j'étais comme, mais c'est ça la vie? Parce que là, j'ai 15 ans, après, je vais aller au cégep, après, je vais aller à l'université, après, je vais travailler, fait qu'on s'en sort pas, là, de cette loupe-là, mais mettons que moi, puis là, encore à 15 ans. Puis c'est drôle parce que j'ai encore le même rythme de vie, dans le sens que moi, le matin, je suis pas une fille de matin. Faut que je prenne mon temps, je veux lire, j'aime pas s'être bousculée. Puis j'étais comme ça à 15 ans, puis j'étais tout le temps, mais voyons, c'est go, 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 va prendre l'autobus, dépêche-toi. Puis on n'a pas le temps de prendre le temps. Puis bref, je me rappelle à ce moment-là d'avoir fait comme oh non, 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 non. Mais je ne sais pas encore que je peux être entrepreneur. Ça n'existe pas nécessairement. J'en ai pas autour de moi. Donc, je ne sais pas que cette liberté-là peut exister. Mais même avec les enfants, aujourd'hui, moi, j'ai eu une très grosse prise de conscience pendant la pandémie de faire OK, on a confié nos enfants à de parfaits étrangers. Puis rien contre les enseignants, il y a des personnes extraordinaires qui sont dans l'enseignement. Mais moi, comme mère, j'ai fait des enfants pour les confier 5 jours semaine à de parfaits étrangers, puis tout le monde trouve ça normal. Fait que moi, il me reste quoi le soir? Il me reste, si je suis chanceuse, 5h30 à 7h15. Là-dessus, il faut faire les devoirs. Là-dessus, il faut prendre notre bain. Il faut aller lire l'histoire si on a le temps. Puis on se couche. C'est tout? Ah non, 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 ça ne peut pas fonctionner. Encore une fois, ça vient avec des choix. Donc, si je deviens la mère qui, parfois, souvent, on prend un petit congé une fois de temps en temps. Ouais, mais tu sais, dans sa réussite scolaire, ça devrait pas. Mais moi, c'est parce que je m'en fous de ses notes. J'en ai rien à cirer de ses notes. Moi, je veux que mon enfant soit heureux. Je veux qu'il fasse de son mieux. Je veux qu'il puisse être le plus épanoui possible. Ça vient des fois avec du jugement, ça vient avec des perceptions qui sont très, très erronées, mais encore une fois, si on ramène ça à un jour, moi, cette vie-là va être terminée, comment j'ai envie de la vivre, puis comment j'ai envie d'être avec mes enfants, comment j'ai envie d'être avec les gens qui m'entourent. C'est comme si tout ce que j'avais comme réflexion à l'âge de 15 ans était devenu la réalité d'aujourd'hui de faire ça sera pas possible. Voici ce que moi je veux à la place. Est-ce que tu penses, ça c'est une réflexion que j'ai eue dernièrement, là, Ouais. mais
là, c'est full personnel parce que c'est pas mûr comme réflexion. Donc, je nous la lance, Oui. là, puis on peut une savoir là-dessus. J'ai comme l'impression que la personne que je deviens, finalement, ça a toujours été qui j'étais parce que j'ai souvent les mêmes réflexes, les mêmes intérêts, les mêmes questionnements, disons, juste dans un contexte plus mature, plus complexe qui évolue avec le temps. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on devient si on a la liberté, si on Ouais. se l'autorise, on devient comme l'extrapolation d'aller exprimer pleinement qui on a toujours été finalement. Fait, on devient pas quelqu'un d'autre, on devient vraiment nous-mêmes en se l'autorisant finalement. Oui. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que je vais souvent expliquer en conférence, puis quand je fais les conférences, c'est très, très spectacle, là. Il y a des chansons, puis je ramène les gens dans des endroits très, très précis, mais je dis souvent ça, en fait, c'est que qui on est, c'est la somme de trois angles différents. Il y a l'enfant qu'on a été, et cet enfant-là, c'est celle pour qui il n'y a pas de limite. Fait que toutes les idées folles qu'on a eues quand on était enfant, si on les écoute pour vrai, elles font encore du sens aujourd'hui. Donc, l'enfant, c'est celle qui rêve, c'est la visionnaire, c'est celle pour qui tout est possible, c'est celle qui en a pas de limite. Vient ensuite l'adolescente. Et on en a besoin, cette adolescente-là, pour briser justement ce qui est en place, puis de faire ça m'intéresse pas. Ça, cette règle-là, je veux rien savoir. Ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non. Et il y a la femme qui est capable de tenir l'énergie de l'enfant, qui est capable de soutenir l'arrogance et l'opposition de l'adolescente, puis de faire OK, on va juste honner notre puissance avec ça, on va juste l'amplifier. Puis j'ai vraiment le sentiment, en fait, avec tout mon parcours paillette dans les 10 dernières années, c'est que j'ai jamais autant honoré l'enfant et l'adolescente que j'ai été. Mille... Bon, là, excuse-moi, ça me fait tout le temps un peu. Ça remonte des choses, mais ce que je suis aujourd'hui, en fait, tout ce côté paillette-là, ben ça, c'est Mélissa, 8 ans, là, qui fait des spectacles dans sa cour d'école avec les amis. Puis ensuite, ben, c'est l'adolescente qui est comme, ça marche pas, votre affaire. L'école marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais qui, avec une maturité, est capable de faire, OK, mais on en fait quoi maintenant? Comment on manage tout ça pour en faire quelque chose qui est juste extraordinaire puis qui se tient? Parce que je peux pas juste laisser l'enfant gérer ça, puis je peux pas laisser juste l'adolescente, mais j'en ai besoin. Puis ce que je trouve dommage, puis peut-être que c'est ça, en fait, Payette ramène beaucoup les femmes à ça, à l'enfant qu'elles ont été, à l'adolescente, à réaliser leurs rêves. Tu sais, nous, c'est un programme d'affaires qu'on offre, mais finalement, c'est un programme pour réaliser leurs rêves, là. C'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'à la fin, elles ont fait tellement d'accomplissements, tellement de checks sur leur liste de rêves, parce que ça les a ramenés dans cet espace-là. C'est vraiment, vraiment ça. Puis je trouve que peut-être de moins en moins, mais même encore, on se prend tellement au sérieux, on a tellement acheté des choses qui font pas de sens en termes de société qu'on a oublié de rêver, qu'on a oublié qu'on a déjà été un enfant, puis que cette pureté, cette naïveté-là, puis cet amour pur-là qu'on a déjà eu, on le met de côté au détriment de tellement de choses parce que c'est comme ça que ça doit être. Pour moi, ça peut plus juste fonctionner. Quand je dis qu'on a besoin de paillettes, c'est ça. Puis les gens, mais je sais, hein, je suis très, très consciente encore que voyons, on n'a pas besoin de paillettes dans la vie. Moi, je pense que oui, on en a vraiment besoin plus que jamais. On a besoin de revenir à quelque chose qui nous fait du bien. Puis quelque chose qui nous fait du bien, mais c'est qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on désire vraiment. Oui, parce que ce que j'entends, c'est que paillettes, c'est un symbole pour Oui, montrer est-ce qu'on peut mettre de la magie? Est-ce qu'on peut revenir mettre de la joie? Est-ce qu'on peut retrouver, tu sais, tu disais, est-ce que je peux vivre une vie qui me rend heureux puis qui rend mes enfants heureux? C'est ça mon but. Tu sais, j'entends que la paillette, c'est dans un monde gris cadré oui, avec plein d'injonctions. Ben, est-ce que moi, je peux revenir mettre de la lumière, de la joie, de la vie, des couleurs, de la fantaisie puis du jeu aussi? complètement. Puis c'est ça, tu sais, on m'a souvent reproché de parler de magie dans le sens que, tu sais, c'est tellement champ gauche, c'est tellement, oui, mais là, la magie, à un moment donné, il y a d'autres choses que la magie, il y a la vraie vie. Puis je suis fatigante, mais je reviens à ça, c'est que un jour, et on ne sait pas quand. Ça peut être demain matin et ça peut être dans 50 ans d'ici, mais c'est sûr ça se termine. C'est sûr. La seule chose qui est évidente dans cette vie-là, c'est qu'elle va se terminer. Puis c'est là que tu fais comme, OK, fait qu'il n'y aura pas de magie. Je vais refaire la même chose pendant 50 ans, à tous les jours, puis je me poserai pas de questions. Puis heureusement, tu sais, quand j'ai commencé Payette, je pense que les gens étaient encore plus peut-être endormi, là, j'aime pas toujours ce terme-là, mais il était peut-être moins conscient. Puis depuis quelques années, c'est comme si là, on se réveillait là, de faire,
wow, on nous a menti sur absolument tout, là, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on voit dans les médias. Et il n'y en a pas de magie. Ça n'a jamais été aussi mal dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire comme humain? Puis c'est quoi notre responsabilité là-dedans? Ben, c'est de remettre de la lumière, c'est de remettre de la légèreté, c'est de s'inspirer des enfants qui, je pense, ont bien souvent les réponses puis qu'on n'écoute pas. C'est eux qui ont les réponses de comment ça devrait marcher dans ce monde-là, comment on devrait être beaucoup plus aligné à quelque chose qui est tellement beau, mais qu'on a oublié en grandissant. Hmm. Ah oui, tu m'amènes tellement, tu me fais voyager, tu parles de, oh mon Je sais Dieu, pas si tu étais préparé dans tes questions, mais c'est ça que ça fait des fois, on repart par... mais c'est bon, non, j'ai de la place parce que je trouve ça, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est lorsque tu t'en vas. Tu me fais voyager, tu me ramènes. Quand tu parles de la mort, c'est comme si Ouais. ça s'est comme embriqué un peu avec ce qu'on dit un peu plus tôt. Comme si finalement, en ramenant la mort, puis en me disant, bon, ben, il y a une finalité à ça, est-ce que je peux donner un sens à ma vie? Là, je Mhm. reviens avec la trilogie que tu as donnée, de l'enfant, l'adolescente, la femme d'aujourd'hui. Ouais. Puis là, je me pose la question, tu sais, on a eu des événements des fois traumatisants, Mhm. des fois des événements difficiles, des épreuves de vie, des blessures qui ont été activées puis qui nous ont fait, qui ont marqué notre histoire. C'est quoi le fil d'or que tu tisses entre toute ma vie, les épreuves que j'ai qui ont façonné ma résilience, la femme que je suis devenue et, si on rajoute une quatrième partie, celle que je vais aller exprimer dans le futur grâce à l'intégration de tout mon passé, qui est comme finalement un petit peu l'ADN de, de ma transformation intérieure, si je l'accepte, Ouais. qui va m'amener finalement à incarner ma destinée. Ben, il y a quelque chose, tu sais, au niveau des blessures, puis des traumatismes qu'on peut avoir, puis tu sais, je pense qu'on en a tous, parfois à petite échelle, parfois à grande, grande échelle. Moi, je dis souvent, j'ai pas raconté le dixième de ce que j'ai vécu parce que je suis pas prête à le faire et ou parce que je sens pas que c'est requis en ce moment de le faire. Mais les gens feraient peut-être le saut des fois de comprendre d'où est-ce que je viens vraiment. Ceci étant dit, j'ai la profonde conviction maintenant, puis je t'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais j'ai la profonde conviction que tout ce qui nous arrive fait partie d'un espèce de grand plan qui est là pour nous amener exactement là où on doit aller. Puis ce que je comprends en fait avec les dernières années, c'est que si j'avais pas vécu ces événements très, très spécifiques-là dans ma vie, je suis pas mal certaine que je serais pas là où je suis aujourd'hui, puis j'aurais pas bâti ce que j'ai bâti parce que ça a pris du courage pour bâtir Payette, ça a pris de la résilience, ça a pris énormément de persévérance, ça a pris de la force et je l'aurais probablement pas si j'avais pas traversé ce que j'ai traversé. Donc, quand tu pars avec cette idée-là que tout ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour toi, puis c'est la chose qui nous fait le plus chier à entendre quand tu es dans un très, 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 très creux de vague. Mais quand tu vis peut-être avec cet espoir-là, j'ai l'impression que ça peut changer beaucoup de choses, puis ça peut t'emmener dans une direction que tu n'aurais peut-être pas soupçonnée, puis peut-être pas imaginée. Puis encore une fois, je reviens à la magie. C'est aussi ta responsabilité de voir puis de créer la magie. Puis je te dis ça parce que euh, il y a beaucoup de gens, en fait, qui auraient toutes les raisons du monde de ne pas trouver ou créer la magie. Puis je pense à M. Boisvenu, Pierre Boisvenu, que je connais depuis des années, un homme que j'aime beaucoup, que j'admire profondément. M. Boisvenu, sa fille aînée s'est faite assassiner dans les années 2000, 2007, si je ne me trompe pas. Et sa deuxième fille est décédée dans un accident d'auto 3 ans après. Cet homme-là, sur papier, a aucune raison de célébrer la vie, puis aucune raison de célébrer la magie, puis de trouver la magie. Il n'y en a pas, là. Ses deux filles sont décédées. La peine que cet homme-là doit avoir, c'est absolument incommensurable. Et ce qu'il a réussi à faire, en fait, sa responsabilité à travers tout ça, c'est qu'il a créé l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues qui vient en aide, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens perdent quelqu'un de façon aussi atroce que ça, avant, il n'y avait aucune ressource. Tu perdais un proche qui était assassiné, tu n'as pas le droit au congé de maladie, tu n'as pas le droit à l'assurance chômage, tu n'as pas le droit d'avoir des psychologues. Et lui a fait changer les choses, en fait, en ayant plusieurs lois, en ayant plusieurs projets de loi qu'il a fait passer. Donc, dans notre vie, tes traumatismes, tes blessures, ce que tu as vécu, ça ne doit jamais, je pense, être minimisé. Mais c'est qu'est-ce que tu vas en faire? C'est comme dans n'importe quoi. Tu vas faire quoi de
toute cette marde-là, tu vas faire quoi de ce que tu as reçu? Parce que c'est les cartes que tu as pour jouer. Moi, ce que j'aime, c'est après de dire, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en maudit, j'ai le droit de ressentir l'injustice, tout ça est légitime. J'en fais quoi? Je fais-tu de quoi de beau ou je fais de quoi qui est dégueulasse pour le restant de ma vie? Parce que de toute façon, je reviens à ça, on va mourir. Tu vas mourir anyway. Fait qu'à la fin, est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant celle qui a râlé ses blessures toute sa vie et tu aurais le droit, avec raison, ou tu vas être celui ou celle qui va être reconnu pour avoir changé plusieurs choses qui va faire du bien aux autres? Puis il y a eu plusieurs personnes autour de moi qui ont vécu des grosses épreuves, puis c'est fou parce qu'il y a toujours ces deux camps-là. Tu as ceux qui vont continuer d'être dans cette voie-là qui est légitime. Je le rappelle, là, ça peut être un choix, ou tu as les autres qui font ça sera pas ça ma vie. Je vais décider ce que je vais en faire malgré ce qui va m'avoir été donné. Puis moi, je suis vraiment motivée par ça, en fait. Puis je le sais, je sais profondément que Payette, et pourquoi Payette a eu une voix comme ça et pourquoi c'est devenu ce que c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Je le sais, je le file depuis jour 1, que c'est beau. C'est ça que vous m'envoyez. Je l'accepte. Maintenant, c'est pour faire autre chose de plus grand. Parfait. That's the deal. Puis c'est sûr que ça l'a parlé à, tu sais, ce que tu as transformé, tu sais, l'alchimie que tu as installée, que tu créé à l'intérieur, le mouvement que tu as propulsé. J'ose parler de mouvement parce que c'est un mouvement. On s'entend Mhm. là, avec la quantité de femmes qui sont transformées puis qui viennent vivre des transformations. Puis on en voit un peu partout. Moi, je regarde ça sur les médias sociaux. Puis on voit que tu es la coach, tu es l'enseignante de tellement de personnes, tellement de femmes qui maintenant s'émancipent. Puis ils vont pouvoir aller chercher des possibilités qui avaient été. Ils disent elles-mêmes dans leur témoignage, jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu arriver à ça. Fait qu'on entend, tu sais, toute la sagesse, l'intégration que toi, t'en as faite pour pouvoir les propulser, puis qu'aujourd'hui, ça a créé un mouvement aussi grand. Puis je dirais même un mouvement, ce qui est différent peut-être de ce que j'observe ailleurs, un mouvement avec autant de sororité à l'intérieur. Puis ça, Ouais. pour moi, je veux en parler parce que t'as fait l'alchimie intérieure, tu l'as apporté, dire, OK, mais maintenant, ça, comment je le contribue, quel sens que je lui donne. Et ça l'a apporté un mouvement de masse, c'est un mouvement social où est-ce que les femmes se regroupent, s'entraident, s'épaulent, s'encouragent. Moi, ça me charmait de toi. Puis en fait, je te connaissais un petit peu avant, mais là, un élément déclencheur qui a fait en sorte que, tu sais, là, j'ai été charmée, puis j'étais en amour avec toi, puis j'ai vu la grande femme que tu étais. C'est il y a quelques années déjà, quand une femme d'affaires ici au Québec, qui est Mélanie Ann Layer, avait Yeah. acheté une maison à plusieurs millions. Moi, je la connaissais pas, cette femme-là, mais tout ce que j'ai vu sur les médias contemporains, disons, c'était, oh mon Dieu, une femme d'affaires qui achète une maison comme ça, c'est sûr qu'elle fait quelque chose de croche ou quelque chose qui marche pas. Puis là, il y avait d'autres personnes qui la jugeaient, la rabaissaient, la critiquaient. Et à travers tout ça, il y a toi. Toi qui Mhm. s'est positionnée comme une femme d'affaires au Québec, puis qui a dit non, ça se fait pas dans ma cour. T'as Non. élevé les standards, puis t'as créé un mouvement où est-ce que toute la communauté de paillettes est venue se porter en aide. Puis là, moi, je connaissais pas grand-chose de ton univers puis de son univers à elle, mais tout ce que j'ai vu, c'est la hauteur que tu as pris puis que tu as installé dans l'industrie. Pour moi, tu as raised the bar. Tu as dit, OK, ben là, les Mhm. femmes d'affaires, ça suffit qu'on se critique, qu'on s'empêche de faire de l'argent. Là, c'est temps qu'on crée un mouvement solidaire puis qu'on s'entraide entre femmes. Ça, pour moi, là, j'avais rarement vu ça, puis ça a été vraiment marquant dans ma vision du succès entre femmes ici au Québec, mais maintenant partout ailleurs, là. Est-ce que tu veux me partager cette espèce de est-ce que tu as toujours été de girl gang qui a voulu genre tout rapprocher les filles ensemble ou c'est quelque chose que tu as créé au fil du temps, que le mouvement collectif s'est apporté à toi? Comment est-ce que tu décrirais cette sororité-là qui fait maintenant partie intégrante de ton monde? Une bonne question. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que pour moi, ça avait été tellement naturel et spontané. Tu sais, ça n'a pas été réfléchi. Encore une fois, bon, moi, je porte la blessure de l'injustice. C'est ma blessure la plus profonde. Fait que moi, l'injustice, ça vient, là, ça m'active. C'est autant positivement que négativement, parce que des fois, c'est comme ferme-la. Tu sais, c'est pas de tes affaires. Mais là, je pouvais pas croire ça. Je pouvais pas croire qu'on est encore dans ce discours-là, puis on est encore en train de niveler par le bas. Puis c'était donc épouvantable que la fille achète une maison de 5 millions. Puis je suis comme, mais voyons,
pourquoi on est encore là? Donc, blessure, l'injustice, qui parfois, quand nos blessures sont activées, je pense que ça peut faire vraiment des belles et grandes choses. On a besoin de ce moteur-là pour activer un feu qu'on a. Euh, est-ce que ça a toujours fait partie de moi? Je pense que oui, parce que je me revois dans la cour d'école, tu sais, quand il y a un ami qui se fait pointer du doigt ou qui se fait écœurer, puis moi, rapidement, je voulais aller le voir parce que ça me faisait vraiment de la peine, vraiment beaucoup. Puis tu sais, je reconnais tellement mon fils est comme ça aussi, Georges-Édouard est un hypersensible que, tu sais, faut jamais faire de mal à personne, ni même à une fourmi. Fait que ça, c'est très, je pense que c'est très en nous, très en moi. Euh, Puis j'ai tout le temps été celle, je pense que ma grande force, c'est celle que j'ai beaucoup sous-estimée parce que pour moi, elle n'avait pas vraiment de valeur, mais c'est de rassembler les gens. C'est facile pour moi de rassembler les gens, ça a toujours été facile. J'aime rassembler les gens, j'aime ça quand les gens sont ensemble et qu'ils se sentent bien. Donc avec Mélanie-Anne, c'était beaucoup ça, en fait, et ça part d'une réflexion super profonde aussi de m'analyser moi comme femme parce que ben moi aussi, j'ai été jalouse. Puis moi aussi, puis ça arrive encore, on a ce réflexe-là comme femme. Et là, on peut aller très loin, on peut aller dans pourquoi est-ce qu'on est comme ça, puis ça vient de génération et génération et génération vraiment avant nous. Mais on a ce réflexe-là, malheureusement, d'être déclenché par les autres. On est déclenché parce qu'ils sont plus jeunes, plus belles, plus à succès, parce qu'ils font plus d'argent. Puis de m'observer à travers ça, puis de faire comme, OK, attends là, si ça existe en moi et que j'ai pas envie que ça existe, je le reconnais, c'est là, mais comment je peux le transformer? Et ça a été de commencer à mettre justement les femmes en lumière. Puis Mélanie Anne ne m'a jamais déclenché, là, je l'admire profondément et je l'ai toujours admirée, mais de même quand il y a d'autres femmes, puis j'ai déjà engagé une coach qui s'appelle Mélissa Maillé, qui est une amie maintenant, elle me déclenchait, puis au lieu de faire comme, ah mais non, wow! Pourquoi qu'elle te déclenche donc? C'est quoi, là? Ah, ben OK, elle reste à Hawaï. Ah, regarde donc, ça te fatigue, ça. Ah, OK, elle fait de l'argent, mais elle est plus comme, c'est plus smooth, c'est plus léger. Ben, je l'ai engagée. C'est toi que je veux comme coach. Puis on est devenus amis, puis là, maintenant, c'est une histoire qu'on rit beaucoup, tu sais, mais je pense que comme femme, on a vraiment, vraiment, vraiment cette responsabilité-là de s'observer d'abord et avant tout et de stopper l'hémorragie. Parce que moi, les pires commentaires que j'ai reçus, c'est pas des hommes, là. C'est des femmes. Puis il y a des Reddits sur moi, puis les Reddits, c'est drôle. C'est pas des gars qui vont demander qu'est-ce qui se passe entre elle et sa meilleure amie? Comment ça qu'on n'entend plus parler? C'est des femmes, ça. Et collectivement, on a une responsabilité parce qu'on a aussi nos filles qui suivent et leurs filles vont suivre aussi. Puis ça part très jeune, cette espèce de guéguerre-là entre les femmes. Moi, j'ai décidé que je serais un maillon qui serait transformateur de ça et non pas un maillon destructeur. J'ai décidé que je peux peut-être pas tout guérir, je peux au moins moi me guérir, je peux au moins aller observer qu'est-ce qui est là, puis pourquoi ça fait ça, puis de vraiment essayer concrètement de changer parce que on est les pires pour se nuire entre nous et on est tellement puissante quand on s'allie, mais malheureusement, c'est pas le chemin qu'on prend le plus facilement, je dirais. Donc, la responsabilité qu'on a, c'est du moins s'observer, puis comment dire, des fois, je le dis à la blague, mais t'es fucking jalouse. Respire, ça va passer. Mais en ce moment, t'es juste jalouse. C'est juste ça qui se passe. Et ce sentiment-là de jalousie qui peut tellement devenir néfaste, surtout pour des femmes entrepreneurs, mais pour tout le monde, là, mais des femmes entrepreneurs qui veulent une croissance, toutes celles qui sont jalouses, honnêtement, je n'ai jamais vu de croissance chez ces femmes-là. Parce qu'elles sont trop occupées à regarder ce que les autres font, sont trop occupées à se comparer, sont trop occupées à, à médire. Puis là, c'est de l'énergie complètement négative. Tu sont dans une spirale qui ne fait pas de bien à personne. Fait que ta responsabilité, si tu veux riser, arrête. Ça suffit. Plus de jalousie. Tu viens de donner un autre exemple concret de... Moi, j'admire des valeurs, j'admire Ouais. des grands moments d'amour. Puis ça, pour moi, c'est un grand moment d'amour. Tu sais, que t'as dit, hey, ça, là, j'envie ça d'elle, là, mais je peux-tu aller le chercher? C'est une enseignante, elle peut m'aider, tu sais. Ouais. Ça l'a réussi, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider à l'accomplir pour moi aussi. Pour moi, ça, là, c'est un shift, c'est vraiment un moment de renverse entre la peur et l'amour. J'ai-tu assez d'amour pour traverser, pas aller Mhm. tendre la main? Oui. Puis là, tu contactes Mélissa Maillé, c'est drôle en plus parce que elle m'avait écrit mon jeune temps quand je commençais mes premiers C'est vidéos live. vrai. OK. Oui, puis elle m'avait dit,
tu as beaucoup de potentiel, je te conseille tel coach de faire une formation parce que je vois que tu pourrais aller loin, tu sais. Et moi, mais voyons donc, elle prend le temps d'écrire à la petite Charlène de 20 ans qui fait ses premières Mm. vidéos live sur Facebook. Puis j'avais vu encore là, pour moi, pour moi, c'est des manifestations, des signes concrets de la grandeur de la personne, tu sais. Ouais, ouais, puis oui, puis tu sais, encore une fois, quand on s'observe, puis moi, j'avais un mentor à l'époque, Martin Latulippe, qui me disait toujours, be the bigger person. Peu importe ce que tu vas faire, sois toujours dans cette grandeur-là, sois toujours, vois, tu sais, à long terme ce que tu veux être, puis ce que tu veux devenir, puis où tu vas aller. Puis quand je retombe dans des fois, parce que ça arrive, là, tu sais, des fois, tu es fatigué, puis tu es plus vulnérable, puis là, tu retombes dans une petitesse, puis c'est facile maintenant d'être sur les médias sociaux, puis de juger un tel, puis une telle, puis une telle, puis regarde, on s'est bien. Observe-toi, là, puis c'est quoi être dans sa grandeur? Et aussitôt, moi, pour vrai, là, aussitôt que je suis déclenchée, il y a quoi qui me dit, OK, faut t'aller là, va voir c'est quoi, va liker ces choses, dis-lui que son post est bon, pense-le, évidemment, là, mais parce que tu peux pas rester dans cette amertume-là, ça nuit tellement à la cause des femmes. On parle beaucoup, tu sais, de masculin toxique, puis de féminin, puis de féminisme, en fait. Et je suis comme, on peut-tu d'abord, avant de commencer, les hommes ont beaucoup leurs problèmes, là. Oui. On peut-tu commencer par être gentil entre nous? Parce que des fois, le discours féministe, c'est aussi d'attaquer d'autres femmes qui, justement, font de l'argent. On peut-tu commencer par la base puis être gentil entre nous? Juste ça. Mm. T'en avais parlé un peu ça dans t'as un podcast, là. J'ai écouté quelques Oui. épisodes avant qu'on se revoie, puis avant qu'on se voit, puis j'ai écouté dans ton dernier épisode, tu parles d'argent, puis tu sais, tu parles d'être fier de faire de l'argent, de le dire, puis d'encourager les femmes à faire de l'argent, puis on dirait que ça m'a encore plus donné l'autorisation de me dire, mais de toute façon, là, j'en veux de l'argent parce que, pas juste pour mon luxe quotidien, oui, pour mon luxe, pour ma liberté de famille, tout ça, mais je veux aussi contribuer. J'ai tellement des valeurs, des ambitions extraordinaires de ce que je pourrais créer dans ma communauté, tu sais. Puis là, j'ai la chance d'avoir rencontré Joanie Lacroix, que tu coaches aussi, qui va faire Oui. partie de la saison 2 du podcast. Puis quand j'ai écouté cette série documentaire, j'avais des projets, j'étais en ébullition, des mouvements que je pouvais créer à l'échelle sociale Oui. communautaire, là, près de chez moi, Oui. tu sais. Puis je me suis dit, ben pour ça, ben il faut de l'argent. Parce que moi, toute seule, même si je donne du bénévolat de mon temps, j'ai deux mains, deux jambes, deux enfants. Je vais être bien Ouais. limitée. Par contre, Surtout deux enfants. surtout deux enfants en bas de 3 ans, Oui, je suis dans le surtout jus. ça. Par contre, si j'ai un levier financier qui me permet d'aller chercher des ressources, qui me permet de... T'imagines l'impact que je peux avoir? Imagine à quel point on peut changer le monde si les femmes avec des belles valeurs s'autorisaient à avoir ce levier-là financier. Puis toi, t'en parlais avec une espèce d'aisance qui, je sais que pour des auditeurs, là, je pense surtout à mes amies françaises, qui sont encore vraiment... Ben, ici au Québec, on n'est pas vraiment mieux, mais on a encore de la misère à s'autoriser Oui. à dire, ben moi, je veux de l'argent, je veux en faire, je génère de l'argent, j'en donne, j'en investis, j'en dépense. Tu casses les codes d'un sujet qui est quand même tabou, puis tu le fais avec, je trouve, beaucoup d'amour. Mhm. Comment est-ce que tu t'arrives à, tu sais, quand tu coaches des femmes, puis on arrive à la notion de l'argent, puis tu sens qu'il y a de la résistance, comment est-ce que t'arrives à ramener ce flow-là par rapport à l'abondance financière? Il y a toujours la résistance. C'est vraiment un des sujets qui, à toutes les fois où je coach des femmes en proximité ou en groupe, la résistance, elle est dans la visibilité, le fait d'être vue et le fait de faire de l'argent. Puis on peut se l'expliquer de plusieurs façons, mais tu sais, à la base, une femme donne la vie. À la base, elle n'est pas payée pour, elle ne sera jamais payée pour, elle va être d'une dévotion. Et je pense que ça fait partie de notre ADN. On a beaucoup associé que le fait de donner nous rend une bonne personne, nous rend une extraordinaire femme, une extraordinaire mère. Et en plus, on n'est pas rémunéré pour, puis on va le faire quand même. Fait qu'il y a quelque chose qui est très féminin là-dedans. L'argent est tabou là, à la base, mais je pense que pour les femmes, on a une petite couche de plus parce que dans nos gènes, on est programmé comme ça. Ceci étant dit, moi, il y a une statistique à un moment donné qui m'a vraiment alarmée, puis ça a été un moteur dans ma vie très, 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 très fort. Je ne me souviens pas c'est quoi le chiffre exact, mais je pense que c'est 60 ou 70% en fait, des femmes qui vivent la violence conjugale ne quittent pas le domicile parce qu'elles n'ont pas d'argent. Donc, si l'argent était plus dans les mains des femmes, je ne dis pas qu'il y aurait moins de violences conjugales, mais peut-être. Peut-être qu'il y aurait une statistique qui baisserait du moins drastiquement parce qu'au moins les femmes quitteraient leur domicile. Donc, on n'aurait pas le temps d'escalader cette espèce d'échelle de violence-là. Alors, moi, j'ai fait la réflexion à un moment donné de faire OK,
Et si l'argent était dans les mains des femmes, qu'est-ce que ça changerait? Parce que c'est vrai qu'on est plus encline peut-être à la partager, à la donner. C'est souvent un problème d'ailleurs chez les femmes, mais il reste que ça fait partie de nos réflexes. Mais je pense que le monde pourrait vraiment, vraiment se transformer de façon plus positive, puis on ne l'a pas encore tant que ça essayé. L'argent existe, l'argent est beaucoup dans les mains des hommes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Il y a des choses qu'on aurait peut-être fait différemment, mais on ne peut pas l'avoir testé tant que ça parce qu'on n'a pas pu y accéder. Et pourquoi on n'a pas pu y accéder? On n'a pas de modèle. Il n'y a personne qui en parle. Une Véronique Cloutier au Québec, qui est une animatrice extraordinaire, elle en fait de l'argent, mais je ne sais pas combien. Puis ça, elle a le droit de ne pas le dire. Sauf que moi, comme femme, et comme femme de ma génération, j'ai pas eu de modèle qui ont fait comme tu as le droit. Non seulement tu as le droit, regarde, je suis aussi heureuse, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je fais du bien, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donc, d'avoir en plus un portrait de femme qui fait de l'argent et qui est épanouie dans d'autres sphères de sa vie, on n'a pas eu ça. Il n'y a personne qui a osé le dire tant que ça. Et moi, je me suis fait beaucoup reprocher ça au début, quand j'ai commencé à en parler. Il y a même une personnalité québécoise que je respectais vraiment beaucoup, puis que, à ce moment-là, j'ai fait Ah, non, tu sais, qui me dit T'as pas le droit de parler d'argent, t'arrêtes d'en parler, tu peux pas faire ça. Puis j'étais comme Pourquoi? L'adolescente est arrivée. Ah, je vais le faire pareil. Je vais le faire pareil. Euh, puis le fait que j'ai commencé à ouvrir cette discussion-là, je ne l'ai pas faite avant 2021. Je parlais, je n'avais jamais dit que j'avais fait 1 million avec mon lancement en 2020. Les gens le voyaient bien, là, tu sais, parce qu'on faisait le calcul combien il y a de personnes fois le nombre de programmes. Bon. Mais c'est quand j'ai acheté la maison ici, en fait, en 2021, que je me suis dit, je ne pourrais pas le cacher. Tu sais, automatiquement, les gens vont voir des stories, vont bien se douter à grandeur du terrain que je n'ai pas payé ça 100 000. Puis ma mère m'avait dit à l'époque, t'es bien mieux de pas dire combien t'as payé cette façon-là. Voyons, le monde va penser quoi. Puis là, Louise, puis une telle va dire quoi. Puis Louise et une telle, c'est des gens de notre village, tu sais. Puis j'ai fait, je vais le dire, je vais le nommer. Parce que 4 ans avant ça, j'avais racheté ma maison familiale, endossée, en fait, par mon père. Parce que je ne passais pas au crédit. J'avais aucune possibilité de racheter la maison avec laquelle je pouvais élever mes 3 enfants. Puis à ce moment-là, si mon père m'endossait pas, je m'en allais en appartement. C'est correct, ça arrive dans une vie. Mais j'étais comme, ça se peut pas, là. Donc, 4 ans plus tard, j'achète la maison ici à 1 million quelques seule, sans endosseur, en étant seule sur le prêt. Puis j'ai fait, si moi, je peux inspirer peut-être une femme qui est monoparentale, puis qui pense que ça va être sa vie, de dire que ça va être difficile, puis qu'elle va être obligée d'avoir 8 emplois pour y arriver, ben tabarouette, ma job sera faite parce que c'est pas obligé d'être la finalité, ça n'a pas été la mienne. C'est pas obligé de l'être pour personne. Est-ce qu'on a une responsabilité de parler d'argent? Je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Puis c'est pas dans le but de, c'est souvent ça, hein, on associe le fait de parler d'argent à, tu sais, tu show off ton argent, puis t'es juste là pour montrer, puis on parle pas d'acheter des sacoches de luxe, même si c'est ça que tu veux en faire, c'est bien correct, là. Moi, je pense que c'est de dire à des femmes que ça existe, premièrement, que ça peut aider à donner la permission à d'autres de le faire, puis Caroline, on est en 2026, puis ça n'a pas changé encore. On se vante que les femmes ont maintenant le droit d'ouvrir des comptes de banque. Oui, mais ça sert à quoi si les comptes de banque sont vides? Ça sert à rien. Fait que, est-ce qu'on peut parler de comptes de banque, bien sûr, mais d'investissement? Est-ce qu'on peut parler que oui, c'est possible pour une femme de faire dans les 6, dans les 7 chiffres, c'est 34 de femmes entrepreneurs qui vont faire 6 chiffres annuellement. 34 c'est rien, là. Évidemment, 1 qui va faire dans les 7 chiffres. Moi, je veux que ces statistiques-là montent parce qu'encore une fois, si une femme a plus d'argent dans ses mains, c'est un monde qui change au complet. Hmm. Excuse-moi, je m'emballe. Ah, ben, Je c'est dis une des beaucoup. frissons. Ça pétille, je sens ça monte. Ah, c'est d'une beauté. J'ai lu une phrase, ça peut passer sur les médias sociaux, là, puis c'était une quote qui disait oui, peut-être que les mères sont peut-être juste un tiers de la population, là, mais elles enfantent 100% de la prochaine. Et Complètement. là, ça a bougé quelque chose. Je disais, OK, mais ça prend une génération pour changer le monde, hein? Oui, Parce que, tu sais, notre petite simple vie, oui. dans quelques années, je serai plus là, puis dans une génération, on parlera plus de moi, puis je vais être Non. une vieille photo, c'est les médias sociaux qui traînent, parce que maintenant, on a Oui. plus de... Ça sera juste l'héritage que je vais rester, puis ma vie va être finie, puis on s'en passera, on va passer aux prochaines histoires, puis ça va passer. Mais je me dis, ce que tu dis, ça m'apporte quand même à... Tu
tu sais, ça m'active, ça me donne un sens encore plus profond, on dirait, à le pourquoi de l'argent, puis à se l'autoriser. Puis, tu sais, quand tu parles, moi, ça me donne des autorisations, ça me donne des modèles. C'est le modèle que je veux laisser à ma fille, c'est le modèle que... Puis l'importance du modèle, parce que quand tu parlais, j'ai dit, c'est vrai, on a besoin de modèles. Quand j'étais enceinte de ma première fille, Oui. j'avais que des histoires d'horreur d'accouchement autour de moi. Ah, Et là, je commençais à stresser à mon accouchement, puis je me suis dit, oh non, non, non. Moi, je m'en vais en maison de naissance et je me brainwash pour me rappeler que mon corps est fait pour accoucher et que c'est sécuritaire pour moi de donner naissance. Et comment j'ai fait? Je me suis tapé des heures de vlogs sur YouTube de naissance naturelle, de femmes qui expliquaient son processus et je me suis approprié cette imagerie-là mentale. Je hmm, connaissais les étapes maintenant de l'accouchement, puis quand je les ai vécues, j'étais en confiance que oui, ça se peut qu'il arrive quelque chose. C'est pour ça que j'ai une sage-femme avec moi qui est un professionnel médical pour m'aider aux besoins. Mais j'ai construit un narratif où est-ce que c'est possible, je reconnecte avec la puissance de mon corps. J'ai pu le hmm. faire, pas parce que j'entendais des histoires catastrophiques autour de moi, mais parce qu'il y a des femmes qui ont osé mettre un vlog sur YouTube, qui m'ont apporté ça, puis moi, je suis juste allée surfer puis m'abreuver. Même Hmm. chose pour ce que tu partages, parce que j'ai pas de modèle de femmes autour de moi qui génèrent des entreprises avec des grands revenus, puis qui sont capables de marrainer des grandes associations, des grandes fondations qui font une différence. Donc, pour moi, ces acteurs-là, comme toi aujourd'hui, c'est des modèles où est-ce que toute notre génération et notre prochaine génération qui sont en train de naître, là, vont pouvoir se mettre au diapason, se calibrer et s'autoriser à le faire et finalement créer ce mouvement-là qui, encore en 2026, on voit pas assez, mais qui va Ouais. générer le futur avec des femmes qui ont les moyens de faire la différence. Puis on a juste besoin d'une preuve, hein. Souvent, là, tu sais, le fait que tu aies entendu une histoire, que tu aies vu une histoire, tu t'es réapproprié un narratif, souvent, là, c'est juste ça qu'on a besoin. Une preuve. Ah, ça existe. Et quand on n'en a pas, c'est difficile de se construire justement un nouveau narratif parce que tout ce qu'on a, c'est les anciennes histoires ou celles qu'on a vraiment eu une attention ou un focus particulier. Donc, est-ce qu'on peut être la preuve? Peu importe, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la maternité qu'on a envie d'expérimenter, en fait, c'est très réducteur de elle veut juste se montrer, elle veut juste montrer son bonheur, elle veut juste. Non, créer une preuve. Juste ça pour qu'il y en ait une qui fasse parfait. Ça, c'est mon nouveau narratif. Et moi aussi, je crée ma preuve. Et là, plus on a de preuves, bien là, ça devient des évidences. Hmm. Wow, OK. Ouais, ça, c'est un gros morceau, ça. Parce que là, tu sais, on parle du monde des affaires. Il y a beaucoup de monde Oui. qui nous écoute qui sont peut-être pas en business, qui sont peut-être pas dans. Mais est-ce que je peux être la preuve dans mes relations sociales? Une preuve qui, moi, je m'autorise quelque chose qui va pouvoir donner le droit aux autres de le faire. Sur quoi je vais être la preuve? Je veux que ma vie, qui va se terminer un jour, comme tu nous le rappelles Oui. si bien, soit la preuve de quoi? Je veux être la preuve de quoi? Qui, ben, premièrement, je vais te poser la question, Mélissa Normandie-Roberge, tu veux être la preuve de quoi dans cette vie-ci? Oh my God, je vais être la preuve. Hmm, il n'y en a pas de limite. Puis là, écoute, on enregistre en ce moment, mais je sais que le podcast va paraître au mois de mai. C'est la première fois que je le dis publiquement. Je suis enceinte en ce moment de 12 semaines. Donc, à 42 ans, c'est une autre preuve il y en a pas de limite. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Je vais être une maman de quatre beaux enfants, dont un bébé naissant à 42 ans avec une entreprise comme celle que je gère, en n'étant pas parfaite. Mais pour moi, ça fait tellement, tellement de sens. Tu sais, peu importe si t'es pas obligé d'avoir un bébé à 42 ans, sache-le. Mais si c'est ça que tu as envie, ou si peu importe ce que tu as envie, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Que tu viennes de n'importe quel milieu, que tu aies envie de construire ce que tu as envie de construire, il n'y a jamais rien eu d'impossible. Puis je sais que c'est très cliché. À un moment donné, oui, il y a des limites. Je sais pas. Je les questionne, moi, en fait. Hmm. Ça m'a donné envie de pleurer, ce que tu as partagé. Ouais, Merci de pas nous mal une des l'offrir. Je trouve premières ça. qui le sait publiquement. Ah, mais je trouve ça d'une. Premièrement, ça répond tellement bien à ma question, mais ça apporte une autre dimension. Comment cette vie-là qui t'a choisi comme maman pour vivre l'expérience, comment est-ce que tu l'accueilles dans ta vie? Comment est-ce qu'elle est arrivée dans ta vie? Comment est-ce que le désir est arrivé?
Puis là, peut-être que tu vas pouvoir nous parler de ton nouveau directeur général, qui est Ouais. aussi, attention, ton futur mari. Je Oui, lance à mon futur l'univers avec mari, toi. quand même. Est-ce que tu veux nous introduire à ce beau gros nouveau chapitre? Mhm. C'était, mon Dieu, c'est pas un chapitre que j'avais prévu d'écrire, vraiment pas. Moi, je savais que je voulais beaucoup d'enfants. Même qu'après Georges-Édouard, il y a maintenant plusieurs années, je m'étais dit, ah, tu sais, j'aurais pas d'autres enfants. J'ai toujours trouvé ça quand même particulièrement triste. J'en aurais eu probablement 20. Euh, Puis quand j'ai rencontré mon chum, en fait, ça a été une des premières questions que on s'est posées. Tu sais, lui, il a pas d'enfants, veux-tu des enfants? Puis j'étais comme, oui, mais tu sais, j'ai 37 ans quand je l'avais rencontré, je suis comme, il va falloir qu'on apprenne à se connaître et tout. Bref, puis dans les dernières années, on a beaucoup parlé de cette question-là. On l'a mis de côté à un moment donné parce qu'il se passait beaucoup de choses au niveau personnel, puis c'était pas un bon moment jusqu'à temps qu'on fasse ouais, c'est pas le bon moment, mais là, si on en veut un, j'ai quand même une date d'expiration. Euh, et c'est encore une fois, tu sais, quand ça te prend des preuves, hein. Euh, Moi, j'entendais beaucoup le narratif que ça va être difficile, puis que tu sais, tomber enceinte après 40 ans, tu peux quasiment pas si tu vas pas en fertilité, puis c'est pour tout ce qu'on nous raconte, qu'on est fini après cet âge-là, et je tombe enceinte assez rapidement, en fait, presque le moment même où on a décidé que je serais enceinte, et je l'ai perdu au printemps. Donc, là, le narratif recommence à jouer dans ma tête de, tu sais, c'est sûr, c'est difficile et tout. Et j'ai tellement passé les derniers mois à faire, attends, là, on va reprogrammer. J'ai parcouru les comptes Instagram et les histoires sur YouTube de comment les femmes après 40 ans peuvent tomber enceintes naturellement. Et je suis retombée enceinte vraiment facilement et naturellement. Et donc là, ça fait 12 semaines. J'ai l'échographie bientôt au moment où on se parle. Et ça amène c'est un miracle. Euh, Chacune de mes grossesses a été un miracle, mais tu sais, je n'étais pas consciente là, à cet âge-là. Je suis pas consciente du tout. Pour moi, j'ai 21 ans quand je tombe enceinte la première fois. J'oserais pas dire que je prends ça pour acquis, mais un peu, tu sais, c'est comme normal. Et là, c'est chaque symptôme, parce qu'il y en a, chaque symptôme est un miracle. Chaque manifestation est un miracle. D'entendre le cœur, c'est la chose la plus incroyable que j'ai entendue dans les dernières années. Et il y a vraiment quelque chose de spécial, le fait d'avoir cette expérience-là à l'âge que j'ai. Il y a une conscience vraiment différente, là. Il y a une espèce de paix, d'apaisement, de lenteur que je n'avais pas vécu encore. Puis c'est ça, on est en train de bâtir quelque chose, mon chum et moi, puis ça fait tellement de sens. Là. Maintenant, il travaille avec moi, puis on est comme tellement focus sur ce qu'on est en train de bâtir comme famille, avec mes enfants aussi, parce qu'évidemment, c'est notre famille ensemble. Euh, c'est un miracle. J'ai pas d'autres mots. Puis c'est drôle parce que, tu sais, évidemment, bon, rendez-vous avec le médecin, que, tu sais, ça va peut-être être une grossesse à risque. J'étais comme, non, 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 mais non. Regarde, il n'y a pas de risque ici, là, tout va bien. Je suis en forme, je m'entraîne, tout va bien. Je n'achèterai pas ce narratif-là. Tout va bien se passer. Puis je trouve ça extraordinaire parce que, bon, je vais l'annoncer, au moment où ça va paraître, ça va être déjà annoncé, mais je pense que ça va donner une autre permission supplémentaire. Il y a combien de femmes qui veulent probablement ça, mais que, bon, tu sais, je suis trop vieille, il est trop tard. Trop tard, pourquoi? Pour de la magie? Non, il n'est pas trop tard. Il n'a jamais été trop tard pour ça. J'en aurais peut-être pas 8, mais au moins un à cet âge-là. Oui, c'est un miracle. Puis j'ai hâte de voir ce que son énergie à cet homme-là Mm. va activer en toi parce que Ouais. tu sais, chacun de nos enfants nous fait découvrir une dimension de nous-mêmes qu'on n'avait pas conscience. Puis là, j'ai hâte de voir parce que c'est sûr que ça va se répercuter sur la magie de l'entreprise aussi, Ouais. sur ce qui va ressortir. Tu sais, des fois, juste dans la grossesse, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Puis là, quand le bébé sort, puis là, l'entreprise prend les couleurs de cette dimension-là. Comment Mhm. est-ce que tu vis parce que tu as quand même une approche qui est, je trouve, une belle approche spirituelle, une belle ouverture. Ouais. Comment est-ce que tu vis ta relation avec cet homme-là qui t'a choisi, puis qui est au show maintenant depuis 12 semaines? Euh, je sais pas si c'est lui ou elle qui m'a choisi. Moi, je sais que je l'ai choisi en tabarouette. Euh, j'ai la profonde conviction, et chose que j'avais pas il y a 21 ans, quand j'ai eu mon premier bébé, tu sais, qu'un homme choisit
où est-ce qu'il veut s'incarner. Tu sais, j'étais zéro là-dedans. Là. C'était même, ça faisait même pas partie un peu de ma réflexion. Euh, je trouve que c'est une drôle d'époque pour venir s'incarner. Ça prend du courage pour venir s'incarner dans tout ce qu'on est en train de vivre. J'ai le sentiment, en fait, que cet enfant-là vient, moi, me donner la pleine autorisation d'être une mère. De par ce que j'ai vécu dans les dernières années, il y a eu beaucoup de choses, en fait, au niveau de ma maternité qui m'ont profondément bouleversée. Puis pas mes enfants eux-mêmes, là, c'est le contexte, mais c'est comme si là, ça venait, t'es une mère, t'es une bonne maman, tout va bien, je t'ai choisi pour te le rappeler, là, tu sais, t'as encore le droit d'avoir un enfant, puis de l'élever et tout. Puis ce que ça m'amène, c'est beaucoup de lenteur. C'est fou parce que, bon, là, je suis très fatiguée, là. Tu sais, tu me parles de quelle est l'énergie que ce bébé t'amène? Aucune, 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 aucune en ce moment. Mais ça m'amène, je sais que ça va m'amener encore à prendre plus le temps, chose que je n'ai pas eue dans ma jeune vingtaine avec mes enfants, parce que j'étais trop pris dans le narratif qu'on m'avait dit que c'était normal de courir comme ça. Et là, je sens là, que c'est bon, il n'y aura pas un cheminement standard du tout, du tout. Je pense que ça va vraiment nous emmener à repenser à comment on a envie de vivre cette vie-là avec cet enfant-là, dans la façon qu'on a envie de l'élever, qui va être très différente de ce que j'aurais peut-être imaginé avec mes autres enfants précédemment, parce que je savais pas que toutes ces possibilités-là existaient. Fait que ouais, je pense que ça m'amène beaucoup de lenteur, beaucoup d'espace, étrangement. Hmm. C'est la première fois qu'on me répond, parce que, tu sais, hein, quand on parle, on choisit nos parents, on l'entend quand Oui. même, mais toi, t'as dit, mais moi, je l'ai choisi en Titi. C'est la première fois que j'entends ça, puis je trouve ça tellement beau, là, de ce bonding-là, cette connexion-là qu'on a avec un agrégat de cellules, tu Oui, sais, avec une mini-conscience qui est en train de prendre oui, place en nous. oui, Tu l'as choisi, puis tu as aussi choisi son père. oui, Pour terminer l'épisode, tu sais, on a parlé beaucoup de la femme, on a oui, parlé du succès de la sororité, mais j'entends aussi, de par le modèle que tu es, une belle réconciliation, une mm, harmonie finalement avec l'énergie masculine, avec la présence d'un homme qui est ton conjoint, qui est oui, maintenant le père de l'enfant que tu as choisi, c'est le oui. père que tu as choisi pour ton enfant, et en plus, le directeur général qui vient prendre les rênes d'une grande partie opérationnelle de ton entreprise. Mhm. Est-ce que tu veux nous parler de ta rencontre, pas dans les premiers balbutiements, mais ta rencontre avec l'énergie masculine en général que tu as laissé entrer, puis maintenant je sens que c'est comme un espèce d'arbre dans votre famille, tu sais, qui chante une solidité qui vient Mhm. apporter. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben encore une fois, tu sais, j'étais pas consciente il y a plusieurs années de toutes les énergies féminines masculines. Moi, je sais que je m'identifiais, pardon, beaucoup à l'énergie masculine, puis je le sais que je la porte. Là. Ça fait vraiment partie de. J'ai pas bâti paillette dans mon énergie féminine. Je l'ai vraiment bâti au départ dans une énergie très masculine, puis c'est quand même une force, je pense, d'avoir cette notion-là d'énergie masculine quand on a une entreprise. Donc, j'ai appris à rebalancer beaucoup mon énergie parce que j'étais comme ça tout le temps, partout. Et j'ai surtout compris qu'il y a le masculin sacré qui existe aussi. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui a été très, très présent, très, justement, l'arbre fort dans sa famille. On avait notre père. Donc, il y a plusieurs traumas que mes psychologues ne comprenaient pas parce qu'ils disaient, tu as eu un père qui était présent, tu sais, qui était très adéquat, ce qui ne se reflétait pas toujours dans mes relations, en fait, mes relations précédentes, mais c'est que j'avais beaucoup de choses à guérir au niveau de, justement, l'estime, la confiance en moi, au niveau de mon énergie aussi. Puis, toute la notion des standards, en fait, encore une fois, quand on écoute la société ou qu'on écoute le discours, tu sais, c'est quasiment chaque torchon trouve sa guenille, puis on s'arrange avec ça, puis c'est tout. Tu sais. Il n'y a pas la notion de choix puis de se rechoisir constamment. C'est ça, puis c'est tout, puis ça fait pas, tu iras ailleurs, puis ça va être la même affaire ailleurs, puis tu recommenceras, puis c'est pas grave. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à le couple, l'union, la famille. Je pense que c'est un discours qu'on a beaucoup mis de côté dans les dernières années. Tu sais, on parle beaucoup bon, du modèle traditionnel. J'ai pas le modèle traditionnel parce que je suis séparée une fois, mais il reste que si on accède peut-être un petit peu plus notre discours sur la famille, le retour à ça, à ce noyau familial-là, peut-être qu'on aurait des réflexions différentes. Encore faut-il qu'il y ait
le féminin sacré et le masculin sacré, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est vraiment de rehausser mes standards. Puis quand je disais que c'est pas nécessairement ce qu'on entend dans la société, c'est que j'ai tellement entendu, mais tu sais, à un moment donné, ça peut pas être parfait. Je le comprends. Mais tu sais, à un moment donné, tu vises trop haut, tu es trop exigeante, tu es trop ci, tu es trop ça. J'ai failli acheter ça. J'ai vraiment failli faire comme, ben, c'est vrai, tu sais, peut-être que je pourrais juste baisser là, un peu, là. Il y a quelque chose en moi qui disait non, c'est qu'est-ce que tu veux? Puis pas juste en termes de critères physiques, puis en termes de travail que le gars va faire, mais comment j'ai envie de me sentir dans la relation. Puis il y a une chose qui me venait beaucoup en tête, c'est comment j'ai envie de me sentir dans ma relation et mon entreprise. Parce que j'ai une entreprise dans laquelle, oui, ça prend beaucoup de place dans ma vie, puis oui, moi, je prends de la place dans cette entreprise-là, puis je suis vue sur les médias sociaux et tout. Comment j'ai envie d'être dans mon couple et ma famille? Comment j'ai envie d'être dans mon couple et... Fait que j'ai fait toujours le comment j'ai envie d'être ici et avec. Et j'ai fait une très, 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 très longue liste d'à peu près 15 pages. Et Nicolas est arrivé dans ma vie avec tout ce qu'il y avait sur la liste en termes de critères, en termes de ce que je désirais. Mais rapidement, tous, et là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, chaque morceau que j'ai écrit, c'est comme ça que je me sens maintenant. C'est vraiment exactement ça. Je n'ai jamais baissé le standard. J'ai un homme qui est à l'écoute, j'ai un homme qui est dans son masculin, j'ai un homme qui est ambitieux, j'ai un homme qui me soutient, qui me supporte. Et là, le dernier morceau, c'est ça, c'est il a accepté. En fait, ça a été une discussion assez simple, là, mais OK, on bâtit ensemble. Parfait. Il lâche sa job corporative. Il avait un gros travail très important, en fait, en finance. Il a lâché ça pour s'en venir avec moi dans une entreprise qui s'appelle Payette pour les femmes. Tu sais, il y a bien des hommes que leur ego aurait fait comme non, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis lui, c'est OK, let's do this. On le fait. Je vais redresser ça, 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 ça. On va faire ça, ça, ça. Et c'est pour notre famille aussi. Donc, quand on revient justement à cette cellule familiale-là qui est tellement importante pour nous deux, enfants pas enfants ensemble. Là. Tu sais, Nicolas a pris une très, très grande place auprès de mes enfants, mais ce qui est vraiment important, c'est comment on peut protéger ce noyau familial-là pour que les enfants soient bien à travers ça, qu'il y ait deux figures d'autorité parentale présentes, puis qu'on soit capable de bâtir du beau pour tout le monde ensemble. Donc là, c'est comme la finale de Contes de fées que je voulais. Là. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais du moins, il y en aura un autre nouveau. Hmm. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis éblouie, je suis charmée, je suis inspirée parce que tu nous partages. Puis oui, tu as raison, tu es maintenant l'incarnation que tout est possible. Ben, clairement, vraiment, c'est l'autorisation que tu nous donnes à tous qui t'écoutent. Puis surtout en tant que femme, surtout en tant que maman, surtout avec des belles grandes ambitions professionnelles. Je trouve que ce que tu apportes, c'est un beau modèle de femme épanouie, mais dans tous les domaines de sa vie qui finalement devient souveraine, puis qui se dit, ben, peu importe qu'est-ce qui existe comme ce qu'on devrait pas, qu'est-ce que moi qui me rend heureuse, qu'est-ce que je veux, un bébé, parfait, est-ce que je veux un homme avec qui je bâtis mon entreprise, parfait, puis je trouve que parce que ça prend quand même aussi beaucoup d'humilité pour le Mhm. laisser rentrer dans toute ta création que tu as Complètement. créée. Hey, c'est toi, là, tu as Oui, parti de zéro, puis tu l'as amené jusque-là, oui, puis là, tu te dis, OK, ben maintenant, un peu dans l'énergie de la maternité que tu es actuellement, j'ai peut-être pas l'énergie de continuer tout ça, puis peut-être même pas l'envie, peut-être que la vie m'amène ailleurs, la vie m'amène dans une énergie plus intérieure, oui. puis c'est peut-être beau aussi, c'est peut-être là que tu vas pouvoir créer un autre miracle de vie, autant avec un autre enfant, puis un autre souffle même à l'entreprise Payette Inc. qui Complètement. va peut-être se transformer encore plus, puis avec l'énergie d'un homme en plus qui rentre là-dedans, pour moi, t'es en train de créer le modèle parfait, là. Écoute, il n'y a jamais rien de parfait, mais si on peut s'en rapprocher. Puis en ce moment, tu sais, c'est ça, ça n'empêche pas les tempêtes, ça n'empêche pas des moments vraiment challengeants, mais c'est ma responsabilité de créer du beau. Fait que comment je peux, avec les cartes que j'ai, créer le beau que j'ai envie d'avoir. Puis en ce moment, mais c'est ça qui est là. Hmm. En parlant de beau, ben, tu es ravissante, t'es belle, Ah, belle, c'est belle. Je te fine, vois briller à l'écran, je trouve ça magnifique. c'est fine, Merci parce que ce matin, infiniment. je n'étais pas là-dedans du tout. Je suis comme, c'est à quelle heure que le glow arrive? C'est à quelle heure? C'est après deux vomissements, C'est ah, ça. là, ça l'arrive. Ouais. Seulement après le deuxième, t'es mieux. Il en reste un là aujourd'hui quand même. Ah, je te le souhaite peut-être, je sais pas si moi je te le souhaite. Mais ah, je me rappelle les premières Ah, semaines difficiles, là. Ouh!
Hey, Courage. moi, ça faisait quand même 14 ans que j'avais pas eu de premier trimestre. Fait que je te dirais que c'était loin dans ma tête. Je me disais, ouais, non, ça sera pas si pire, boy. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte que ça se termine, là. Mais je célèbre chacun les miracles. Oh, t'es belle à voir. Merci infiniment, Mélissa, d'avoir été avec nous. C'est d'une richesse extraordinaire comme épisode. Puis tu lèves la barre pour les prochaines discussions. Ah, Tu t'es nous donnes fine. des Merci, pour moi, Charlène. tu vois, toute notre discussion, ça confirme que tu avais ta place sur un podcast, une femme d'affaires sur un podcast de bien-être. Moi, tu as tout déployé. Maintenant, tout a son sens. Je comprends pourquoi j'avais tant envie de t'inviter. Mais merci à toi d'invitation. Ça a été un super beau moment. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça